Bonjour, nous sommes le dimanche 20 septembre. Il est midi, le soleil tape, l'été indien, le changement climatique, quoi qu'on en dise. Et voilà un merveilleux environnement pour vous tourner cette 10e capsule sur, cette fois, le génotype DIE2. C'est la 2e capsule pour ce génotype. Mais aujourd'hui, nous allons approfondir ce qui a déjà été dit lors de la première capsule. Nous allons réfléchir à cette régulation extraordinaire qui permet aux hormones thyroïdiennes actives. Alors, je suis en pleine côte. Je ne vous dis pas de quelle côte il s'agit pour le moment, mais quand vous saurez de quelle côte il s'agit, vous comprendrez. C'est une côte mythique, c'est une côte légendaire que je vous ferai découvrir à la fin de cette vidéo après la partie scientifique. Bon, revenons à la partie scientifique. Cette conversion des hormones, qu'on devrait plutôt appeler des pro-hormones thyroïdienne T4, cette fameuse L-thyroxine que certains d'entre vous prenez sur prescription médicale. Cette conversion d'une pro-hormone qui est en fait inactive, je vous ai expliqué ça dans la capsule précédente, parce que c'est là que justement se joue toute la régulation de la fonction thyroïdienne, qui est absolument cruciale pour l'organisme, étant donné que ces hormones thyroïdiennes ont des récepteurs. Elles rencontrent des récepteurs dans tous les noyaux de toutes les cellules de l'organisme. Donc, la fonction thyroïdienne a à voir avec tout. C'est très important. C'est le seul système endocrinien qui est généralisé. Les hormones, d'habitude, ont des cibles. Vous voyez ? Mais ici, bon, Goliath, qui est évidemment présent et que vous verrez tout à l'heure, me fait faire évidemment des tours de manège, mais j'essaie de ne pas me laisser distraire par cet animal infernal. Bon, donc cette conversion des pro-hormones T4 est notre sujet du jour. Je vous en ai déjà parlé la fois dernière, évidemment, mais aujourd'hui, je voudrais insister sur un choix possible entre la T4 vers la forme active T3 ou la T4 se transformant en forme totalement inactive, pire que ça, contre-productive, qui est la T3 reverse. Alors, la T4, je pourrais peut-être essayer en mettant la laisse sous le bras. J'aime bien de montrer la T4 comme une prise, vous savez, du style des prises anglaises, mais à 4 broches. Les prises anglaises ont 3 broches. La T4 a 4 broches. J'aime bien cette analogie parce que vous comprenez que on ne va pas pouvoir ficher une prise à 4 broches dans un récepteur fait pour 3 broches. Il faut enlever une des 4 broches. La question est, quelle broche enlevons-nous ? Alors, il y a une broche qui normalement devrait être enlevée pour l'activation. On va retirer mon pouce, on va garder les 3 autres doigts. Okay ? Ça, c'est le passage de T4 en T3. T4, L-thyroxine, T3, liotyronine. Plus facile de dire T4 et T3, c'est ce que je vais utiliser dans mon petit discours ici. Et donc, ça, c'est l'activation de la T4, pro-hormone inactive, en T3 active. Vous comprenez que c'est une étape essentielle de la régulation, absolument essentielle. Mais l'organisme a le choix. Il y a une possibilité, au lieu d'enlever le pouce, il faudrait... qu'est-ce que vous allez voir le mieux ? Je crois que si j'enlève ce doigt-là, vous verrez mieux. Donc ici, j'ai enlevé une autre broche. Alors, ces broches sont des atomes d'iode. Il y a donc 4 atomes d'iode sur la T4. Il n'y en a plus que 3 sur la T3.
Et il y en a également 3 sur la T3 dite reverse, mais ce ne sont pas les 3 mêmes. Donc la T3 reverse est une T3. Elle correspond au récepteur prévu pour la T3, mais, il y a un mais, on a un tracteur maintenant, mais cette T3 reverse se fiche dans les récepteurs à la T3, donc dans les récepteurs thyroïdiens, mais étant donné que ce n'est pas la bonne conformation, elle ne donne pas d'activité hormonale. Le signal ne passe pas, le signal est bloqué. Donc la T3 reverse est inactive. Mais c'est pire que ça. La T3 reverse va bloquer ce récepteur puisqu'il la coince. Je crois que c'est une bonne façon d'expliquer ce qui se passe. Il la coince, il le coince plus exactement. Et alors ce récepteur n'est plus disponible pour la T3 normale, pour la T3 active. Donc la T3 reverse non seulement n'a pas d'effet hormonal, mais c'est quelque chose de néfaste. Alors pourquoi est-ce que l'organisme va parfois engager la T4 dans la voie de la T3 reverse plutôt que de la T3? Eh bien c'est là que le stress intervient. Le stress est un énorme régulateur aussi de l'activité hormonale thyroïdienne. La raison en est simple, c'est que ces hormones thyroïdiennes sont tellement puissantes, comme le soleil ici, je dois dire, en deuxième moitié de septembre. Cette hormone thyroïdienne T3 est tellement puissante que le corps peut décider de donner un coup de frein à tout le système s'il trouve qu'on est en surchauffe. Et le stress, c'est ça. C'est les gens qui ont trop d'activité, trop de pression, qui sont surmenés. C'est donc une forme de stress. Et alors l'organisme croit bien faire, et peut-être fait bien dans certains cas vraiment exagérés, croit bien faire en donnant un coup de frein par la conversion de la T4 en T3 reverse plutôt que la T3. Bon, ça implique tout un tas de choses. Ça implique que des gens méga stressés, alors je viens d'avoir un exemple, ça c'est très bien mis sur le plan de la séquence avec cette capsule dont j'avais déjà prévu de focaliser sur ce concept de la T3 reverse et du stress. J'ai eu une patiente vendredi matin, patiente espagnole, la pauvre, je lui ai dit, voilà, je vous répète notre discussion. Je lui ai dit, c'est la 40e fois que vous vous mariez. Je connaissais la réponse, première fois. Je lui ai dit, c'est la 40e fois que vous avez une grossesse, que vous êtes enceinte. Bon, première fois. Je lui ai dit, c'est la 40e fois que vous lancez un business. Elle s'est mise à créer une activité en tant qu'indépendante, mais elle a des employés, etc. Il y a en début d'année, bon, mois de janvier, je crois, c'est évidemment le projet mûrissait depuis un certain temps, et donc s'est lancée dans une activité nouvelle. Je dis, c'est la 40e fois que vous créez une entreprise. Bon, c'est évidemment la première fois, elle est jeune. Et alors je dis, c'est la 40e fois que vous affrontez une pandémie. Bon, vous connaissez aussi la réponse, c'est également la première fois. Bref, cette patiente a un taux de T3 reverse abominable. Vraiment très élevé, bien au-dessus des normes. Et il ne faut pas s'étonner que ce soit une patiente qui a besoin de T3. C'est une patiente qui reçoit de la T4, notamment pour soutenir sa grossesse. Vous savez que dans les grossesses, il faut très fortement se méfier de... Goliath est en train de m'embarquer dans un petit chemin, je ne vous le dis pas. Très fort se méfier de la TSH dans la grossesse ne peut pas monter au-dessus de 2.
C'est très important pour le bébé, c'est très important pour éviter les fausses couches. Donc, son médecin en Espagne avait été attentif à ça. Il avait donné 50 microgrammes de thyroxine alors qu'elle ne prenait pas ça avant. Et moi, j'ai été amené à vérifier cette TSH qui était à 3,63. Et donc, on est bien au-delà de ce qu'il faut. Et donc, il faut augmenter son traitement thyroïdien. Alors, oui, je vais augmenter sa thyroxine de 25 tout de suite, mais je vais aussi ajouter 5 microgrammes de l'iothyronine, donc de T3. Et je suis encouragé à le faire pour 2 raisons. Cet excès flagrant de T3 reverse et aussi, bien entendu, son génotype DIO2 qui est quand même toujours le fil rouge de cette vidéo. Et son génotype est TA, donc elle est hétérozygote. Je vous ai expliqué dans la capsule précédente que les hétérozygotes ont une petite faiblesse pour convertir T4 en T3, mais moindre que les homozygotes variants qui, eux, ont une faiblesse plus nette. Donc ici, si vous voulez, il y a une petite touche liée au génotype DIO2 qu'il est important de comprendre et de connaître. Mais il y a aussi ce stress. Vous voyez, donc chaque cas va être différent. Chaque fois, vous allez peser le pour, le contre. Vous allez devoir prendre une décision en tant que thérapeute, parfois comme patient, en discutant avec les personnes qui s'occupent de vous. Il faut refaire un peu le point. Quel est le génotype DIO2? Est-ce qu'il y a du stress? À combien se monte la T3 reverse? Une analyse peu coûteuse que les labos de médecine fonctionnelle vont réaliser. Je crois que ça coûte 8 €, donc c'est raisonnable. Vous allez aussi tenir compte évidemment des cofacteurs, vérifier qu'il n'y a pas de déficit en zinc et en sélénium, parce que bon là, il faut tout de suite corriger. Et tout ce que je vous ai expliqué la fois dernière, vitamine A, cuivre, etc. Donc vous allez vous faire un point global et appliquer une solution totalement personnalisée, et c'est ça la médecine fonctionnelle dans toute sa quintessence. Alors, j'apprécie le fait que vous commencez à me poser des questions. C'est ce que j'ai demandé dans la vidéo précédente. Je réitère cette demande. Donc, posez-moi des questions par tous les moyens possibles. Facebook, mon site internet, mon adresse email si vous l'avez, et les commentaires YouTube, parce que finalement ceci est sur YouTube, donc autant se servir des commentaires YouTube. Et j'ai eu des questions intéressantes, je crois, via Facebook d'un internaute qui visiblement est un très bon sportif et qui se pose la question de savoir si il va y avoir un jeu pervers de la T3 reverse à cause du stress physique, sportif, de ce qui s'impose comme entraînement. Et je n'ai pas répondu, j'ai dit que je répondrais dans cette vidéo, donc je le fais. Je pense que non. Je crois que l'activité physique ne va pas induire un excès de T3 reverse, sauf si on bascule dans le surentraînement. Alors là, oui. Okay, donc, voilà, il faut que l'entraînement soit équilibré, il ne faut pas d'excès d'activité lactique, il ne faut pas de ce qu'on appelle en anglais d'anaerobic shift, parce qu'alors là, oui, c'est un vrai stress, et on pourrait voir augmenter la T3 reverse. Mais dans une activité physique bien équilibrée, même si elle est costaude, je ne m'attendrai pas à avoir une hausse de la T3 reverse. Mais évidemment, comme toujours, pourquoi supposer, il faut tester. Okay, et corollaire à cette question, il y avait aussi une interrogation sur le fait que le sujet devenait assez bradycarde, donc les fréquences cardiaques assez lentes. Eh bien, étant donné que je ne suis pas persuadé qu'il y a un freinage de la fonction thyroïdienne par la T3 reverse dans son cas, j'imaginerais que ce ralentissement de la fréquence cardiaque qu'il observe, notamment évidemment le matin au repos, ça descend vraiment bas, est plutôt un reflet de son niveau élevé d'endurance plutôt qu'une manifestation de dérèglement thyroïdien. Mais tout ça va rester hypothétique jusqu'à ce que on teste, parce que finalement la seule vraie réponse
c'est de tester. Vous savez que la médecine fonctionnelle se base quand même, avant toute chose, sur les tests. Donc, récapitulons un peu. Je ne vais pas vous la faire trop longue aujourd'hui. Je crois que vous préférez les vidéos plus courtes. La régulation de la fonction thyroïdienne est un élément absolument clé de tout l'équilibre dans l'organisme. Le corps est très bien fait. Il ne jette pas des hormones thyroïdiennes dans la bagarre sans capacité de contrôler et de réguler. Comment est-ce qu'on fait? On part d'une pro-hormone, cette fameuse T4, qui n'est même pas une hormone. Il n'y a pas de récepteur à la T4, donc ce n'est pas une hormone. Une hormone implique qu'il existe un récepteur. La T4 n'est pas une hormone. Bon, en pratique, évidemment, on a tendance à dire, oui, les hormones thyroïdiennes, T4, T3, bon. Mais si on va vraiment dans le détail, ce n'est pas une hormone. Ce qui... Allez, Goliath, viens, on va remonter parce que ça se termine. Allez, viens. Et on m'attend pour un petit rendez-vous avec des amis ici tout près. Et donc, cette régulation est vraiment très très fine parce que vous avez deux voies possibles. Vous avez l'activation vers la T3 et l'inactivation vers la T3 reverse. On ne trouve pas énormément de patients avec des excès de T3 reverse, mais quand on les trouve, il faut vraiment le savoir parce que c'est très important à prendre en compte et ça augmente la pression pour aider le sujet avec de la T3. Tout comme cette pression va augmenter quand on a affaire à un DIO2 homozygote variant, donc le fameux génotype AA. Allez, Goliath, viens vite. Oh, il veut continuer, lui. Il n'en a jamais assez. Et donc, cette régulation est vraiment superbe. Et si vous voulez aider des patients hypothyroïdiens qui se sentent pas très bien, qui sont pas parfaitement dans leur assiette, chez qui persistent des symptômes d'hypothyroïdie, ou des plaintes alors qu'ils sont sous traitement, parfois sous traitement avec de la T4 et de la T3, j'insiste, toutes ces évaluations fonctionnelles avec les tests génomiques, DIO2, tests sanguins, TSH, T3 libre, T4 libre, les formes libres. Ça sert à quoi de doser la T4 totale, la T3 totale, bof, pas grand-chose. Et puis la T3 reverse, surtout quand il y a des suspicions de stress importants, mais c'est quand même fréquent, surtout par les temps qui courent. Donc toutes ces évaluations génomiques et biologiques, plus classiques, vont vous aider à comprendre ce qui se passe. Et dans certains cas, il va falloir appuyer un peu sur le champignon avec de la T3. Et dans d'autres cas, il va falloir relâcher la pression de T3 si les patients en prennent déjà. Parce que, par exemple, vous avez affaire à un génotype DIO2 homozygote sauvage, donc une conversion T4 en T3 qui devrait se passer bien et qui ne justifie pas d'aide excessive, parfois au début, quand les gens sont mal. Parce que, figurez-vous que le patient qui se sent pas bien du tout, c'est une forme de stress en soi. Les patients qui ont vraiment un mal-être, souvent convertissent mal T4 en T3. Mais dès qu'ils vont mieux, cette conversion s'améliore. Donc ça, c'est piégeux, parce que vous pouvez être amené à mettre un peu de pression T3. Et je vous expliquerai dans la prochaine capsule ce que je veux dire par là. Parce que quand je dis mettre de la pression T3, je ne veux pas dire donner nécessairement de la T3 sur prescription. Il y a d'autres choses qu'on peut faire que je vous expliquerai dans la capsule suivante, dans une semaine. J'espère que vous serez fidèles au rendez-vous. Alors, jusqu'à présent, j'ai réussi plus ou moins à cacher l'endroit où nous nous trouvons. Bon, ici, on remonte vers le sommet. Et alors, je propose à ceux que ça intéresse d'enchaîner avec la petite partie historique, culturelle et évidemment animalière. Goliath en tête, vous l'entendez
qui marche dans les feuilles mortes. Et vous découvrirez où nous nous trouvons, même si peut-être que certains petits esprits très subtils, grands esprits très subtils, auront pu deviner. Voilà. J'espère que vous aurez appris quelque chose. N'oubliez pas le live chat tous les vendredis 19h30 sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'interagir et de me poser des questions. Je vois que les questions commencent à arriver et je vous garantis que j'y répondrai d'une manière ou d'une autre, soit en direct, soit dans les prochaines vidéos, parce qu'on n'a pas encore fini avec la saga thyroïde. Très important. Oh mince, vous avez vu le panneau, donc vous allez deviner. Mais attendez, je vais vous montrer le panneau, parce que ceci est quelque chose que je ne couvre pas dans ma partie visuelle, historique, pardon. Je suis un peu perturbé pour vous prendre le panneau. Voilà. Le Hedegat, endroit exceptionnel, tenu par un ex-camarade de classe et médecin à présent retraité qui s'occupe de cette réserve exceptionnelle qu'on appelle la Hedegat. Donc ceux qui connaissent la région auront deviné où nous nous trouvons. Figurez-vous que je n'avais pas remarqué ce panneau en descendant. C'est en remontant que je l'ai capté en toile de fond et je vous le montre. Voilà, nous commençons maintenant la partie culturelle et animalière de cette vidéo. Et pour le moment, vous voyez Goliath. Bon, c'est déjà un point important, mais il nous faut aussi le côté historique, panoramique, géographique. Alors, Goliath s'engage dans la mauvaise direction, donc je vais le rappeler à l'ordre. Goliath, viens vite. Viens vite, mon poulet, vite. Voilà, alors, viens avec moi. Alors, il faut que je vous montre le panorama assez exceptionnel qu'il y a ici. Alors, il y a beaucoup de cyclistes, voilà. Vous voyez, c'est mouvementé. En voilà encore. Voilà, c'était pas tout à fait prévu. Mais bon, je pense que le danger est passé pour le chien. Et alors, regardez le panorama. Oh, regardez ce panorama. Hein. C'est assez exceptionnel. Et vous avez là au fond l'Ardenne bleue qui commence, magnifique. Alors, j'espère que certains vont commencer à deviner où on se trouve. Alors, je vais vous donner un élément de plus. Bon, Goliath. Oula, encore des vélos. Goliath. Alors, il y a le panorama, il y a les vélos, il y a ceci maintenant. Encore un élément. Vous voyez, avec ça, vous pourriez trouver... Hein, ici, l'armée française vainquit les troupes autrichiennes. 18 septembre 1794. C'est une grande bataille entre la France et l'Autriche qui s'est jouée sur cette colline, sur ce sommet, dans tous les alentours. Et je vais vous montrer d'autres éléments tout à fait... Goliath, allez, non, pas par là. D'autres éléments tout à fait fascinants. Alors, ceux qui observent bien ont déjà pu lire à l'envers certaines lettres qui figurent sur la route. Voilà, il y a encore des inscriptions au sol. Là, il y a une ligne blanche qui marque le sommet. J'ai failli dégringoler. Bon, c'est pas dénué de risque, hein, le tournage de ces vidéos. Toujours des vélos. Vous voyez que ceux qui arrivent au sommet à la fameuse ligne blanche sont plutôt en mauvais état. Et alors voilà l'inscription, si vous n'avez pas deviné à l'envers. VDB Forever, il y en a partout, il y en a tout du long. Et alors regardez la pente qu'il y a ici, hein, c'est absolument abominable. Et évidemment, nous sommes au sommet de la Redoute, sur la commune de Remouchant, dans la province de Liège. Et c'est ici la côte mythique du monument qui est la course Liège-Bastogne-Liège. J'ai eu la chance de suivre 12 fois comme médecin officiel de la course, car j'étais médecin du pesant qui
organisait au début, puis qui co-organisait avec la Société du Tour de France. Et donc j'ai suivi les coureurs 12 fois dans cette côte redoutable. Et vous voyez, toujours avec les VDB Forever partout. Et alors, ce qui est évidemment touchant, ça m'émeut. Je repense à cette année, je pense que c'est 1999, où Frank Van Den Broek, VDB, qui est marqué au sol, pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme, VDB a gagné magistralement la course. Il avait dit qu'il attaquerait ici, il a attaqué ici dans cette côte, et il est allé jusqu'au bout, et il a gagné cette course mythique, la doyenne, la plus ancienne des grandes classiques et un des 5 monuments du cyclisme. Bon voilà, c'est chargé d'histoire ici. Il faut en plus savoir, il y a une autre pierre, mais elle est beaucoup plus haut. Je n'ai pas le temps de vous la montrer ici, je ne fais pas trop long, qui marque aussi le point au sommet de cette colline, le point au-dessus duquel ont été faits des largages massifs de ravitaillement pour la résistance belge en 1943. Vous voyez, ça c'est encore autre chose que peu de gens connaissent ou se souviennent, mais c'est mon historien attitré, Roland Maréchal, qui me donne toutes ces infos. Et ça, je ne connaissais pas du tout. Donc, vous voyez, c'est un endroit, on va dire, multi-historique, magnifique. En plus, il fait exceptionnel aujourd'hui. Le temps est parfait. Et voilà, je trouve que, je crois, vous avez le viaduc de l'autoroute là au fond, qu'on peut aller chercher avec le zoom. Et je trouve que, voilà, ce petit clip devrait rester dans les esprits. Bon, on ne va pas descendre trop bas parce que cette côte est assez redoutable. Allez Goliath, viens. Voilà, j'espère que vous aurez aimé. Ça change un peu. Puis nous ne sommes pas au Luxembourg, évidemment. Nous sommes en Belgique. Et bon, voilà, on va se faire attraper par des vélos. Allez Goliath, viens, on y va. Donc, je vous rappelle, la semaine prochaine, on continuera à parler de thyroïde. Voilà, vous voyez que c'est dur, hein. Oh, oui, c'est très dur. La semaine prochaine, on va continuer à parler de thyroïde. Et j'espère que vous resterez fidèles à ces vidéos qui, comme vous le voyez, sont hebdomadaires et je m'y tiens. À bientôt.